Xenos Extremis. La téléportation est un art qui n'a rien d'exact. Elle repose sur la manipulation localisée à petite échelle de l'immatérium. Et rien n'est entièrement prévisible dans ce mystérieux domaine. Même dans des conditions idéales, les choses peuvent mal tourner. Quand on la pratique à bord d'un vaisseau de guerre pris dans un déluge de feu et qui pousse ses moteurs à plein régime, on s'expose à toutes sortes d'incidents. Les escouades peuvent se retrouver dispersées ou être retardées sans raison apparente, voire disparaître complètement. Parfois, quelles que soient les mesures de sécurité, il arrive que les soldats se matérialisent dans des structures solides et périssent de la façon la plus affreuse. Aucun d'entre nous n'a fini ainsi, mais parce que nous nous sommes matérialisés à près de 15 mètres du sol. J'ignorais si c'était une erreur de Cunitax ou une défaillance de l'équipement. Quelle qu'en fût la raison, nous tombâmes vers la surface accidentée de Barsavor sans plus. Eus-je la fierté de constater que quelques jurons de la part de mes guerriers Astartes. Un choc sourd de céramite, heurtant de la céramite, se fit entendre quand Dersus frappa Gucul du pied. Une arête métallique, redoutablement vive à son sommet, dépassait du sol là où l'archiviste aurait dû toucher terre. Au lieu de quoi, le coup de pied de Dersus les avait tous les deux éloignés en pleine chute, de sorte que s'ils atterrissent sur le flanc et à plat ventre respectivement, aucun ne tomba sur l'arête vive. Eltan, Imor, Jatena et moi-même atterrîmes sans peine, l'impact amoindri par nos jambières énergétiques. Les Lernéens étaient moins bien lotis, car la protection supérieure de l'armure tactique Dreadnought va de pair avec une masse accrue, et elle est conçue pour progresser implacablement sous le feu, pas pour les acrobaties. L'un d'eux jura de nouveau et trébucha. « Au rapport !» ordonnai-je à tous en dégainant mes armes. J'avais une fois encore choisi un pistolet à plasma et une lance énergétique, assortie d'un ensemble de grenades, et j'avais en outre puisé dans mon arsenal personnel pour me doter d'un champ réfractaire. « Les cerveaux moteurs de mon genou droit sont endommagés !» signala Lucaran, le Lernéen qui avait trébuché. « L'armure m'indique que je ne pourrai pas tenir votre rythme, surtout en terrain accidenté. » J'observais les alentours tandis que le reste de mon unité confirmait que personne ne déplorait de dégâts ou de blessures notables. Nous n'avions apparemment à nous soucier que du terrain difficile pour le moment, car nous étions dans une ville visiblement dévastée par le conflit. Dans toutes les directions, ce n'était qu'immeubles à demi écroulés et rues jonchées de gravats. Au loin, je vis un viaduc dont le tablier s'était rompu en son milieu et avait écrasé ceux qui se trouvaient en contrebas. « Auspex » demandai-je. « Rien dans les parages » rapporta Imor d'après l'appareil qu'il avait à la main. « Je capte le signal de la balise de détresse, 100,5 km à l'ouest. » Cunitax nous avait expédié presque exactement là où il avait annoncé pouvoir le faire. Mais nous avions encore du chemin à parcourir. Cela aurait pris des jours à une unité d'infanterie de l'armée impériale. En prenant plus court, les chasseurs de tête mettraient 5 heures, et j'aurais pu aller plus vite. Or, les Lernéens allaient nous ralentir, d'autant que Lucaran ne pouvait plus se déplacer à la cadence de ses frères. Il fallait donc choisir entre la célérité et la force de frappe. Si nous tombions sur des hostiles, les Terminators pourraient nous donner l'avantage, mais, en nous limitant à leur vitesse, nous augmenterions le risque d'être attaqués. Cela d'autant que l'armure tactique Dreadnought n'est pas réputée pour sa furtivité. « Est-il possible de réparer ?» demanda-je à Lucaran. « Je ne suis pas un adepte de Mars, Seigneur, et le dommage est interne. Je devrais retirer l'armure. » Là encore, il fallait sous-peser le pour et le contre. Prendre le temps de tenter une réparation en espérant améliorer les performances de l'armure de Lucaran, ou nous mettre en route sans délai mais à vitesse réduite. Si les Stormbirds avaient pu venir, nous aurions eu l'aide d'un tech marine, ainsi que d'un apothicaire, sans parler du transport qui aurait de toute manière résolu la question. Malheureusement, nous ne pouvions compter que sur nous 11. « Nous partons tout de suite, au rythme de Lucaran, » déclarai-je. « Par contre, nous pourrions être amenés à nous diviser pour atteindre notre objectif. » Personne ne discuta. Il en eût été de même si je n'avais pas été leur primarque. Tous comprenaient ma logique. Mes légionnaires ne recherchent pas la gloire comme d'autres le feraient, mais ils n'en savent pas moins qu'ils peuvent être amenés à donner leur vie pour nous tous, pour l'empereur. Nous traversions la ville en ruine depuis environ 1 heure quand survint le premier contact avec l'ennemi. L'Auspex d'Imor tinta, et nous ralentîmes tout en couvrant de nos armes les alentours le temps qu'il l'inspecte. Ce n'était pas chose évidente, car même pour les vigilants esprits de la machine des armures Mark IV, ce paysage dévasté recelait une pléthore de sources de danger potentiels.
Il y a comme un signal au nord, dit Imor avec une touche d'incertitude dans la voix. Ce n'est pas clair, à cause de la distance ou des bâtiments qui entravent l'écho. L'esprit de la machine a souvent la vue troublée en zone urbaine. Gucul, élève mon archiviste. Oui, seigneur. Gucul s'immobilisa, et je devinai qu'il fermait les yeux pour mieux se faire une image mentale des environs. Ses sens de psyker pouvaient déceler la trace caractéristique d'un esprit conscient, mais c'était une action épuisante qu'il ne pouvait faire en permanence à la façon du programme de surveillance d'un Auspex. Une poignée de secondes seulement s'écoulèrent avant que, pris d'un spasme, il mette un genou à terre et que je l'entende vomir dans son casque. Les guerriers des légionnaires Astartes sont endurants par nature, aussi bien mentalement que physiquement. Une telle affliction suggérait que Gucul était entré en contact avec un esprit indiciblement hideux, qui n'avait certainement rien d'humain. « Position défensive !» ordonnai-je en désignant les ruines de ce qui fut un dispensaire médicae. Mes guerriers obéirent promptement, et Gucul se rétablit sans aide pour nous rejoindre. Nous nous postâmes à couvert, armes pointées vers l'embranchement devant nous, car d'après l'Auspex d'Imor, c'était l'axe d'approche le plus probable de ce qui promettait de se présenter. Gucul, sous-vocalisai-je, en passant par le réseau comme afin qu'aucun ennemi ne puisse entendre ma voix. Que peux-tu nous dire? Qu'as-tu perçu? L'horreur, seigneur, répondit l'archiviste avec emphase. Je ne peux pas vraiment en dire plus, mais il ne faut pas se laisser prendre vivant. Malgré cet avertissement, même en ayant vu mille et une choses étranges et repoussantes en parcourant les étoiles, je n'étais pas prêt pour ce qui apparut au coin. Cela semblait n'être qu'une gigantesque masse de chair d'un jaune d'hématome, veinée de violet, qui flottait au-dessus du sol par un moyen que je n'ai su identifier. Elle avait sur le dos une bosse semi-transparente, dont je grossis l'image au moyen des optiques de mon armure. Ce que je vis me fit serrer les dents d'horreur. Des têtes humaines, la chose portait en elle, sur ce qui lui tenait lieu de dos, un sac de têtes humaines. « Trône de Terra !» murmura Jathena. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ordure de Xéno !» gronda Kanan. « Ne tirez pas !» soufflai-je. « Nous n'avons rien à gagner à engager le combat. » La chose continua à flotter tout droit, présentant une surface charnue et moite parcourue de vaguelettes. Puis elle tourna dans notre direction. Elle évoquait un automate plutôt que quelque chose qui réagissait à des stimuli externes. Et je n'imaginais pas d'innombrables congénères de cette chose qui ratissait le monde dévasté, en quête de victimes des Rangdiens ou de survivants. Les têtes étaient peut-être destinées à nourrir ces ignobles maîtres. « Voilà le reste !» signala Imor par le vox, et les capteurs de mon homme perçurent un cliquetis de métal sur le roc béton une seconde avant que se profilent deux autres constructs. Si le premier était perturbant, ceci était grotesquement hideux, bien moins massif. Il se déplaçait d'un pas vif et saccadé sur trois pattes de métal articulées à l'extrémité pointue, et le haut se fondait sans transition dans un corps charnu blême, doté d'une gueule bestiale aux longs crocs ceintes de tentacules frétillants. « Attendez, insistai-je. La moindre fibre de mon être me hurlait de détruire ces choses. Mais je n'étais pas là pour purger ce monde. J'étais venu chercher une âme particulière, qu'on ne retrouverait peut-être jamais si nous venions à périr au combat. » Les deux nouveaux constructs, peut-être des guerriers ou des gardes, doublèrent le véhicule. Si ce terme pouvait s'appliquer à quelque chose d'aussi organique. Ils parvinrent à hauteur de notre cachette, et j'avais la certitude qu'aucun de mes guerriers n'avait eu l'imprudence de faire le moindre geste ou bruit. Pourtant, la gueule du plus proche se tordit dans notre direction. « Attendez !» Le construct se précipita vers notre position avec une rapidité stupéfiante. Il ne fut cependant pas assez rapide ni agile pour échapper aux bolts qui lui grêlèrent le tronc quand les chasseurs de tête ouvrirent le feu. Je n'eus pas l'intention de les en blâmer. Il n'était plus question de se montrer discret. Les projectiles détonèrent dans le torse du construct en lui arrachant de pleines poignées de chair. Mais malgré ces feulements d'animal blessé, il ne s'arrêta pas. Un de ses tentacules darda, et ce faisant, son extrémité durcit pour former un harpon osseux qui franchit une fenêtre brisée pour perforer le plaston d'Eltan. J'activai ma lance énergétique et sectionnai le tentacule, tandis que le chargeur Volkite de Enai faisait déflagrer la bête juste avant que sa masse percute le bâtiment. Mais ses cris eurent pour écho ceux d'un troisième construct. Mais ni ce dernier, ni le deuxième ne se ruèrent à l'assaut comme le premier. Ils extrudèrent de leur corps des sortes de bulbes métalliques et firent feu. Ma faute
fut de ne pas avoir imaginé pareille technologie chez des choses à l'aspect aussi bestial. Nous nous jetâmes à terre et des faisceaux d'énergie d'un vert bilieux s'ébrèrent la façade du dispensaire, vaporisant le roc-béton et sapant des pans de murs entiers en faisant pleuvoir les gravats sur nous. D'un coup de lance, je détournai un tronçon de pilier qui allait écraser Imor. « Grenade !» ordonnai-je, et mes chasseurs de tête lancèrent des sphères à venin sur l'ennemi à travers ce qui nous restait de couvert. Je ne savais pas si les cristaux toxiques nuiraient au construct Sloth, mais les explosions leur arrachèrent des sifflements perçants. Les tirs cessèrent, et je contre-attaquai. Plongeant par la fenêtre à travers laquelle Eltan avait été frappé, je roulai à terre et me redressai pour abattre sur le plus proche guerrier le fer de ma lance énergétique, tenue à 2 mains comme une hallebarde. Si puissant que ce soit révélé l'armement du construct, son corps n'offrit pas davantage de résistance au tranchant disrupteur que l'air lui-même, et mon coup de taille le sectionna entièrement en diagonale. Des vrilles de métal munies de pinces sortirent des flancs du construct moissonneur, car c'était ainsi que je le concevais, lorsqu'il identifia une cible potentielle à récolter. Il se mit à flotter vers moi, mais je m'en pris en premier lieu à l'autre guerrier, qui se déportait latéralement sur ses échasses cliquetantes afin de se ménager un meilleur axe de tir. Dersus me suivit hors du bâtiment médical, le bolter pointé sur le guerrier. 2 cratères apparurent dans le tronc de ce dernier, mais comme son congénère, le constructeur survécut assez longtemps pour attaquer. Il tira avec son arme à faisceau et toucha Dersus. Son armure bouillonna en formant des cloques, et Dersus n'eut que le temps de crier avant que sa chair se dissolve elle aussi. Une puissance pareille était stupéfiante, mais je ne m'autorisais pas à ralentir. Avant même que le cadavre ravagé de mon chasseur de tête s'écroule, je me propulsai d'un bond pour atterrir sur le dos du moissonneur. Tranché d'un coup de lance un tentacule qui se tendait vers moi, alors que je courais le long du dos en direction du construct guerrier, dans lequel je forai un trou de part en part d'une décharge de mon pistolet à plasma. Il gémit de plus belle, tituba comme s'il était ivre, et je sautai du haut du moissonneur pour l'achever en le sectionnant comme je l'avais fait pour son semblable. Derrière moi, j'entendis rugir les chargeurs volkites des Lernéens qui s'en prenaient au moissonneur à présent que j'en étais loin. À cet instant précis, alors que j'étais encore en plein saut, un ray vert me frappa sur le côté. Mon champ réfracteur diffusa l'impact, mais ce qu'il restait de l'énergie au tir me projeta vers une ruine adjacente au dispensaire. Pivotant par réflexe, je me redressai pour atterrir sur mes pieds, avant de bondir par-dessus le construct qui avait tué Dersus, puis de le fendre en 2 au passage. J'atterris derrière lui, et, dans le même élan, tirai au plasma sur l'être qui m'avait pris pour cible avant de me rendre compte de sa véritable nature. C'était un homme larve. Il était grand, approchant les 3 mètres de haut, et comportait 2 bras, ainsi que ceux qui évoquaient 2 jambes, sous une sorte de bure. Mais tout semblant de similarité avec une forme humaine s'arrêtait là. Ses mains, dont l'une serrait un sceptre corrodé, étaient des agrégats de larves, et en guise de visage il avait une masse amorphe de verre frémissant. Cet être révulsant, au moins, avait dans le torse un trou béant large comme mon bras, l'effet de mon pistolet à plasma. Malheureusement, cela n'avait pas spécialement l'air de le déranger. Il leva son sceptre, qui se nimba de vrilles d'énergie verte. Je sautai de côté quand il actionna cette arme étrange d'une manière indiscernable. Et un grésillement sifflant se fit entendre quand le faisceau réduisit en poussière un pan de mur devant lequel je m'étais trouvé à l'instant. Je n'avais nullement l'intention de mesurer à une seconde reprise mon champ réfracteur à la puissance de feu du Sloth, car ce genre de protection est au mieux inconstante. Sur ma gauche, le moissonneur avait subi des dégâts horribles, mais il n'était manifestement pas capable de percevoir la douleur, car il s'en prit malgré tout à mes guerriers. Les Lernéens avaient beau le débiter à la hache énergétique, il continuait de se battre. Il se saisit de Djatena avec ses tentacules et le tira vers une gueule qui venait subitement de s'ouvrir dans sa masse. Son captif vida en lui son bolter d'une rafale soutenue, et une hache énergétique trancha un des appendices ravisseurs. Mais cela n'empêcha pas le moissonneur d'engloutir la tête de Djatena. Dans un horrible claquement de crocs acérés, le construct Xéno trancha le joint d'étanchéité du homme, avant de laisser choir le corps décapité. Ce spectacle horrible détourna mon attention le temps que le Sloth porte une nouvelle attaque. Cette fois, mon champ réfracteur ne s'activa pas,
et même si j'eus le réflexe de me baisser pour ne pas subir le tir de plein fouet, je ne pus l'éviter. En l'espace d'une milliseconde, la céramite de mon pectoral se consuma, et le faisceau m'entama la chair. La souffrance était pire que toutes les brûlures que j'avais connues, par le feu ou par l'acide. C'était comme si les molécules mêmes de mon corps se déchiraient. Brûlé jusqu'à l'os, je lâchai ma lance sous le coup de la douleur qui montait dans mon bras. Mais même cette vilaine Xéno ne pouvait pas suffire à neutraliser une créature du maître de l'humanité telle que moi, et je ripostai. Le slot s'écarta avec une prestesse inhumaine, mais le ray de plasma lui emporta la moitié du bras droit. Sans paraître incommodé, il se jeta sur moi alors que j'étais encore sous le coup de ma blessure. Une grêle de bolts vint de ma gauche quand Imor et Gukul ouvrirent le feu. La créature s'aplatit pour glisser sous les tirs, s'étira dans ma direction, puis se redressa avant même que je réagisse. Je tentai de pointer mon pistolet à plasma, mais son bras droit se reconstitua et me saisit au poignet. De l'autre main, il abattit son sceptre, et je bloquai son bras en criant de douleur sous le choc qui se répercuta dans ma plaie. Je le saisis au poignet avec ma main droite, tout comme il l'avait fait. Toutefois, le Xéno s'avéra affreusement fort alors que j'étais blessé. Sa chair vermiforme se tordait dans ma poigne, et je luttais pour ne pas la laisser m'échapper. Tout à coup, une alerte clignota sur l'affichage interne de mon home, en même temps que des vapeurs montaient de mes gantelets. Le slot exsudait un fluide caustique qui attaquait la céramite et atteindrait ma peau d'ici quelques instants. À ma grande horreur, l'être émit un son qui était une approximation de gloussement humain. « C'est l'heure de mourir, chose viande !» siffla-t-il en bas gothique, bien intelligible malgré sa voix engluée de mucus et de pourriture. « J'apprécierai ta chair !»